Lors de la baby shower de ma fille, mon gendre a présenté sa maîtresse, enceinte de 4 mois, puis a hurlé dans le micro. C'est elle qui me donnera enfin un fils. Ma fille sanglotait, anéantie, devant 50 invités. Mais moi, j'avais entre les mains les preuves d'une fraude de 500 000 $. Je m'appelle Placido, j'ai 68 ans. Ce jour-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé les poings. J'ai marché lentement jusqu'à l'estrade avec une chemise rouge à la main. Oswaldo ne broncha pas. Il ne baissa pas les yeux. Au contraire, il lâcha la main de Mireia une seconde, se dirigea vers l'animateur et lui arracha le micro des mains. Il fit un pas vers le centre de la piste, s'assurant que tout le monde le regardait. « Pardon pour la surprise », dit Oswaldo. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, envahissant chaque recoin de la salle. « Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez aujourd'hui, mais je dois être honnête. Un juge fédéral vient de statuer l'absorption de cette société fantôme. Vous savez ce que cela signifie, juridiquement ?» Mireia me regarda les yeux écarquillés, la lèvre inférieure tremblante. Elle secoua la tête. « Cela signifie, poursuivis-je en approchant mon visage à quelques centimètres du sien, que cette société fantôme est désormais une filiale de Transport Placido. J'en suis le propriétaire majoritaire et absolu. Par conséquent, la villa de 500 000 $ dans laquelle vous dormez depuis des semaines m'appartient légalement. Je viens de signer un ordre officiel d'expulsion. Vous avez exactement 1 heure pour y retourner, ramasser vos fringues bon marché et sortir vos affaires de ma maison. Si je trouve encore le moindre objet à vous au bout de 60 minutes, j'ordonnerai à la police de vous arrêter pour violation de domicile et rétention de biens volés. Vous n'avez rien. Retournez à la rue d'où vous venez. » Mireia recula comme si je venais de la gifler. Elle trébucha sur ses propres chaussures et tomba assise sur une chaise vide. Elle regarda Oswaldo, désespérée, attendant qu'il parle, qu'il use de son prétendu pouvoir pour retourner la situation. Elle espérait que l'homme qui lui avait promis le monde la défende. Mais Oswaldo ne dit pas un mot. Il gardait les yeux fixés au sol, vaincu, écrasé sous le poids de ses propres crimes. L'agent responsable fit un signe. 2 officiers saisirent Oswaldo par les bras. Le geste ne fut pas doux. Ils le firent pivoter brusquement, lui ramenant les bras dans le dos. Oswaldo poussa un gémissement de douleur. Le métal froid des menottes se referma sur ses poignets. Le bruit des cliquets qui se verrouillaient, clic, 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 résonna dans la salle silencieuse. C'était le son de la justice. Dans la bousculade, le bracelet métallique de la Rolex qu'Oswaldo portait au poignet gauche se rompit. La montre, achetée avec la sueur et les risques que prenaient mes chauffeurs sur les routes, tomba sur le marbre dans un choc mat. Le verre saphir vola en éclats, répandant des fragments brillants sur le sol. Dehors, on commença à entendre les sirènes d'autres voitures de police venues sécuriser le périmètre et transférer ce prisonnier à haut risque. Les lumières rouges et bleues des véhicules clignotaient à travers les grandes baies vitrées de la salle, colorant les ballons roses d'éclairs d'urgence. Oswaldo fut humilié devant tout le monde. Devant les partenaires commerciaux qu'il avait trompés en gonflant les chiffres, devant ses amis du club de golf avec lesquels il jouait au millionnaire parti de rien, devant la famille de ma fille. Sa façade d'homme puissant, supérieur, intouchable, fut réduite en poussière en quelques minutes. Une terreur absolue s'empara d'Oswaldo lorsque les agents le poussèrent vers la sortie. Ses jambes, enfermées dans une laine fine, le lâchèrent. Il s'effondra, entraînant avec lui les 2 officiers. Il tomba à genoux sur le sol, au milieu des débris de sa montre. Les larmes, de vraies larmes cette fois, se mirent à couler. Il leva la tête vers moi. Son visage était déformé par la panique. Je n'en peux plus de vivre dans le mensonge. La vie est trop courte pour rester prisonnier d'un endroit où l'on n'est pas heureux. Oswaldo se tourna, tendit le bras et attira Mireia contre lui, une main à la taille. Voici Mireia. C'est la femme que j'aime vraiment. Et c'est elle qui attend mon fils. Une vraie femme, qui me comprend, qui me soutient. Pas une machine à se plaindre et à pleurer comme toi. Don Placido, beau-père, s'il vous plaît, supplia Oswaldo. Il pleurait en hurlant. Sa voix se brisait en un ton aigu, désespéré. Je vous en supplie, arrêtez-les. J'ai fait une erreur. J'ai été un idiot. Je me suis laissé emporter par l'ambition. Je vous rendrai tout l'argent, je signerai tout ce que vous voudrez, mais ne me faites pas ça. Je suis le père de votre petite fille. Regardez Nayeli. Faites-le pour le bébé, je vous implore. Ne laissez pas mon enfant naître en sachant que son père est dans une prison fédérale. L'audace de cet homme n'avait aucune limite. Utiliser un enfant innocent, ce bébé qu'il appelait encore un fardeau, dans ses messages 3 jours plus tôt, comme un bouclier humain pour sauver sa peau. C'était la preuve définitive que je n'avais pas devant moi un homme égaré, mais un lâche sociopathe. Je l'ai regardé de haut, avec un mépris si total, si froid, si définitif, qu'il s'en ratatina encore davantage sur le sol. Je marchai vers lui.
J'écartai d'un coup de pied les restes de sa montre pulvérisée. Je me penchai légèrement. « Tu te trompes encore, sale ordure, lui dis-je. » Ma voix n'était pas forte, mais elle trancha l'air de la salle comme un couteau dans la nuit. Cette petite fille qui arrive n'a qu'un seul grand-père. Un grand-père qui va lui apprendre à ne jamais se laisser écraser par des déchets comme toi. Elle n'a pas de père. Elle a seulement un voleur qui vient de perdre sa liberté, son nom et son avenir pour toujours. Emmenez-le. En entendant ma sentence, les parents d'Oswaldo, restés paralysés de peur près de la table des cadeaux, réagirent enfin. L'instinct toxique de protéger l'agresseur finit toujours par remonter à la surface. La mère d'Oswaldo courut vers Nayeli. Ma fille était toujours accrochée à sa tante, tremblante. La mère d'Oswaldo se mit à lui hurler dessus, le doigt levé, le visage rouge d'une fureur irrationnelle. « Tout ça, c'est ta faute, espèce d'incapable !» cria-t-elle à ma fille enceinte. « Si tu avais été une bonne épouse, si tu avais pris soin de ton corps et de ton mari comme il faut, mon fils n'aurait pas eu besoin d'aller chercher du réconfort auprès d'une autre femme. Vous avez préparé ça. Vous êtes des monstres sans cœur. Vous avez détruit un homme bien. » Le sang me bouillonna dans les veines. Je ne tolère sous aucun prétexte que quiconque hausse la voix sur mon sang. J'ai laissé Oswaldo à terre et je me suis dirigé droit vers ses parents. J'ai marché avec la vitesse et la rage que j'avais à 40 ans. J'ai sorti la dernière feuille de ma chemise rouge. « Fermez votre sale bouche, madame !» Et je lançai en me plantant juste devant elle, lui coupant la vue de ma fille. Je lui ai presque collé le document au visage. C'était un relevé bancaire imprimé en couleur, leur nom surligné au marqueur jaune fluo. J'ai ici la preuve certifiée par la banque d'un virement de 50 000 $ directement vers vos comptes personnels conjoints. De l'argent volé dans mon fonds d'entreprise, que vous avez utilisé le mois dernier pour rembourser vos dettes de jeu au casino et financer ce voyage de luxe en Europe, dont vous vous vantiez tant. C'est de l'argent volé. Je vous donne 10 secondes, montre en main, pour déguerpir de cette salle en silence. Sinon, je traverse cette allée, je remets cette feuille à l'agent fédéral et j'ordonne qu'on vous arrête sur le champ pour complicité de fraude d'entreprise et blanchiment d'argent. Je commence à compter. 1, 2. Il pointa Nayeli d'un doigt accusateur, avec sur le visage une expression de pur dégoût. Nayeli porta ses 2 mains à sa bouche. Un sanglot étouffé lui échappa, un son de douleur à l'état brut qui m'arracha l'âme. Elle se retourna et courut vers la cuisine de la salle, trébuchant dans sa propre robe. Une de ses tantes partit derrière elle en courant. Les invités commencèrent à murmurer à voix haute. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. L'humiliation était publique, calculée. Les parents d'Oswaldo devinrent muets. Leurs mâchoires se décrochèrent. La couleur déserta leurs vieux visages. Ils ne se retournèrent pas vers leur fils à genoux, menottés. Ils n'essayèrent pas de sauver leur honneur. La peur de la prison est plus forte que l'amour aveugle. Ils firent demi-tour, attrapèrent maladroitement leur manteau et s'enfuirent par la porte de service de la cuisine, comme les râlages qu'ils avaient toujours été. Ils abandonnèrent leur fils à son sort. L'agent responsable n'attendit pas davantage. Ils saisirent Oswaldo par les bras, le relevèrent de force et le traînèrent littéralement vers la sortie principale. Oswaldo pleurait, criait des incohérences, les pointes de ses chaussures de luxe rappant sur le sol. Les portes se refermèrent derrière lui. Les sirènes des voitures de police retentirent plus fort, puis s'éloignèrent dans la distance, emportant l'ordure hors de nos vies. Mireia avait disparu. Elle avait profité de l'agitation pour s'enfuir par l'arrière, en courant vers la rue, sachant que le temps lui était compté et qu'elle n'aurait pas de lit de luxe où dormir cette nuit-là. La salle sombra dans un silence total, absolu. Le bruit était le ronronnement de la climatisation et le froissement des nappes. Un ballon rose se détacha d'une composition, monta jusqu'au plafond et éclata dans un petit bruit sec qui fit sursauter 2 ou 3 invités. Je laissai tomber la chemise rouge vide par terre. Mes épaules, tendues comme du granit depuis 14 maudits jours, se relâchèrent enfin. J'ai laissé échapper un long soupir. Tout était terminé. Je me suis retourné et j'ai marché lentement vers le coin où se trouvait Nayeli. Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de terreur dans son regard. L'ombre de l'humiliation constante, le brouillard du gaslighting qui lui faisait croire qu'elle était le problème, s'était dissipé. Elle ouvrit les bras. Je parcourus les derniers pas en courant et je la serrai contre moi avec une force protectrice, inébranlable. J'ai pressé sa tête contre ma poitrine. Elle éclata de nouveau en sanglots, trempant ma chemise, mais cette fois ce n'étaient plus des larmes de défaite ni de peur. C'étaient les larmes d'un prisonnier qui voit la porte de sa cellule s'ouvrir. Nous avons pleuré ensemble. J'ai pleuré pour le temps que je lui avais volé durant son enfance, pour avoir introduit ce monstre dans sa vie et pour le soulagement de l'en avoir chassé pour toujours. Pour la première fois depuis 5 ans, ma fille était en sécurité. 1 mois et demi plus tard,
J'étais dans la salle d'attente d'un hôpital privé de la ville. L'odeur d'antiseptique et le murmure des infirmières me calmaient. J'attendais depuis des heures, en buvant du café de distributeur. Mon téléphone, dans la poche de ma veste, se mit à vibrer. Je le sortis. L'écran affichait un numéro inconnu avec l'indicatif d'un téléphone public. Je décrochai et portai l'appareil à mon oreille. Appel en PCV du Centre fédéral de réinsertion sociale, annonça une voix mécanique préenregistrée. Pour accepter les frais, appuyez sur 1. J'ai appuyé. Il eut un déclic sec, puis j'entendis une respiration à l'autre bout. C'était la voix d'Oswaldo, une voix détruite, rauque, faible, sans la moindre arrogance. Derrière lui résonnaient les échos froids et métalliques des murs de béton d'une prison, des cris au loin, des portes de cellules qui claquaient. « Don Placido, s'il vous plaît », supplia Oswaldo, entraînant les mots. « S'il vous plaît, ne raccrochez pas. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Mireia m'a quitté. Elle est partie avec un autre une semaine après mon arrestation. Elle m'a laissé ruiné, exécuté avec une froideur démoniaque. » Mireia souriait en coin, remettant ses cheveux en place, savourant les murmures autour d'elle. Les parents d'Oswaldo acquiesçaient, comme si leur fils venait d'accomplir un acte de bravoure. Oswaldo laissa échapper un petit rire. Il était convaincu que son plan avait fonctionné à la perfection. Il voulait la détruire mentalement. Il voulait que Nayeli se sente si petite, si inutile, qu'elle accepte un divorce rapide sans se battre pour les biens. Mes parents ne répondent plus au téléphone. Ils ont peur que vous les poursuiviez. Les avocats commis d'office sont venus hier. Ils disent que le juge va me donner 15 ans de prison sans possibilité de caution à cause des circonstances aggravantes de blanchiment et de fraude d'entreprise. Je suis dans une cellule avec des criminels. Je ne dors plus. Ils vont me tuer ici. S'il vous plaît, beau-père, retirez les charges. Je vous signe tout. Je vous cède ma vie entière. Je travaillerai gratuitement à balayer vos dépôts jusqu'au jour de ma mort. Mais sortez-moi de là. Je vous en supplie au nom de Dieu. J'ai écouté sa misère en silence. Je n'ai ressenti aucune pitié. Aucune compassion. J'ai savouré chaque seconde de son désespoir, comme de l'eau glacée dans le désert. Il voulait briser ma fille. Désormais, c'était lui qui était brisé d'une manière que rien ni personne ne pourrait jamais réparer. « Je suis très occupé en ce moment », répondis-je d'une voix calme, glaciale, dépourvue de toute émotion humaine. « Je suis en train d'acheter les derniers détails pour le berceau de ma petite fille. » Pourri lentement dans ce trou, détenu numéro 409. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour raccrocher. Puis, je suis immédiatement allé dans les paramètres pour bloquer définitivement le numéro de la prison. Ce fut la dernière fois que j'entendis la voix de l'homme qui avait tenté de détruire ma famille. Il fut rayé de notre existence. Une demi-heure après cet appel, les portes de la maternité s'ouvrirent. L'obstétricien sortit dans le couloir en se frottant les mains avec du gel hydroalcoolique. Il me chercha du regard, m'adressa un grand sourire, hocha la tête et me fit signe d'entrer. J'ai poussé la porte de la chambre, le cœur battant à 1000 à l'heure. Nayeli était allongée sur son lit d'hôpital. Elle avait l'air épuisée, les cheveux en désordre à cause de l'effort, mais son visage rayonnait d'une lumière puissante. Dans ses bras, enveloppée dans une couverture blanche et rose, elle tenait une petite fille en pleine forme, qui criait à plein poumon. C'était ma petite fille. Je me suis approché du lit, les yeux pleins de larmes. Nayeli me regarda et sourit. Un sourire plein de force. Sans le poison quotidien des abus émotionnels d'Oswaldo, sans les critiques constantes sur son corps ou son esprit, ma fille avait retrouvé sa lumière intérieure. Elle était redevenue la femme forte et intelligente que j'avais élevée. Elle me dit qu'elle avait pris une décision. Dès qu'elle serait remise de l'accouchement, elle commencerait des études de gestion à temps complet. Elle voulait prendre les rênes de Transport Placido. Elle voulait apprendre à diriger elle-même l'empire pour ne plus jamais dépendre d'aucun homme. Et je lui ai juré, là, tout de suite, que je lui apprendrais chaque secret du métier. Ce matin, j'étais dans mon bureau principal, au dernier étage du siège. Je tenais ma petite fille endormie paisiblement dans mes bras, je me suis approché de la grande baie vitrée. En bas, dans l'immense aire de manœuvre, des dizaines de camions allumaient leurs lourds moteurs, prêts à prendre la route dans tout le pays pour aller travailler. Tout était parfaitement en ordre. Les comptes étaient sécurisés. Ma fille riait dans le bureau d'à côté, en relisant un nouveau contrat. Il voulait qu'elle signe n'importe quel papier juste pour ne plus le revoir, afin de garder la moitié de mon empire du transport en invoquant les biens communs. Ma famille était enfin en paix. La vie m'a appris dans la douleur que, parfois, pour protéger l'arbre tout entier, il faut prendre une vieille hache rouillée et trancher la branche pourrie jusqu'à la racine, peu importe la souffrance ou le sang qui éclabousse au passage. La vraie justice ne se supplie pas dans les tribunaux familiaux. Elle s'exécute avec intelligence et précision. Beaucoup des invités présents à cette fête, ces prétendus amis de la haute société,
et ses connaissances du club disent derrière mon dos que j'ai été un vieil homme cruel. Ils murmurent que j'ai été un sauvage vindicatif pour avoir détruit en public la vie du père de ma petite fille et pour avoir jeté une femme enceinte à la rue du jour au lendemain. Ils disent que les affaires de famille doivent se régler à huis clos, avec décence. Mais moi, je vous pose la question à vous qui m'avez accompagné jusqu'au bout de cette histoire. Si quelqu'un piétinait la dignité de votre fille, l'humiliait devant le monde entier au moment où elle est la plus vulnérable, tout en essayant de voler le pain de sa famille et de la laisser à la rue, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu pitié ? Auriez-vous donné une seconde chance au monstre ? Et au fond, suis-je vraiment le méchant de cette histoire ? Ai-je été l'idiot pour avoir défendu les miens, avec les mêmes griffes qu'il a utilisées pour nous attaquer ? Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce long et douloureux chemin. Si vous avez senti chaque mot de ce récit jusque dans votre poitrine, si la justice implacable de cette histoire vous a apporté un peu de paix, alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un like à la vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, l'entendre. Laissez-moi votre avis sincère dans les commentaires, je les lis tous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant pour découvrir une autre histoire où le karma ne pardonne pas aux traîtres. À très bientôt, et prenez toujours soin des vôtres. Je ne me suis pas levé tout de suite. Je suis resté assis sur ma chaise en bois. J'ai serré ma tasse de café si fort que mes jointures en sont devenues blanches. Je sentais le sang battre dans mes tempes. Il y a 40 ans, j'étais un homme qui réglait les choses à coups de poing sur les aires de chargement des camions. Si cela s'était produit dans ma jeunesse, je lui aurais fracassé la mâchoire sur le champ, devant tout le monde. Mais à 68 ans, on apprend que la violence physique est une récompense trop facile pour un type comme lui. Une mâchoire cassée guérit en un mois. Une destruction financière et la prison, ça dure toute une vie. Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit a fait tourner la tête à quelques personnes des tables voisines. Mes bottes de travail, usées mais solides, résonnaient sur le sol. Les gens se sont écartés, m'ouvrant un passage direct jusqu'à l'estrade. Je portais ma veste en cuir. Dans ma main gauche, je n'avais pas de cadeau pour le bébé. J'avais une chemise rouge, épaisse, bourrée de feuilles imprimées. Je montais les 2 marches de l'estrade. Oswaldo me vit approcher. Son sourire vacilla une fraction de seconde. Un éclair de doute passa dans ses yeux. Mais son ego était plus grand que son instinct de survie. Il releva le menton et prit une posture de défi. Il porta le micro à sa bouche. « Vous allez la défendre, beau-père » lança-t-il dans les haut-parleurs, sur un ton moqueur. « Acceptez-le une bonne fois pour toutes. Votre fille ne vaut rien. J'ai perdu 5 ans de ma vie avec cette femme, j'ai essayé de la réparer, mais c'est impossible. Vous savez très bien que l'entreprise tourne grâce à moi. C'est moi qui fais fructifier l'argent. » Je n'ai pas répondu à sa provocation. J'ai continué à avancer jusqu'à me retrouver à un demi-mètre de lui. J'ai levé la main droite et, d'un geste sec et rapide, je lui ai arraché le micro. Il a essayé de le retenir, mais j'ai tourné le poignet, forçant ses doigts à lâcher prise. Tout le monde s'est figé dans un silence absolu. Oswaldo souriait, persuadé d'avoir le contrôle total. Il croyait que ma fille était seule et que mon empire du transport lui appartenait déjà. Il ignorait que j'avais déjà racheté, en toute légalité, la maison où dormait sa maîtresse. Vous voulez savoir ce qu'il y avait exactement dans cette chemise rouge ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vu la véritable nature d'Oswaldo, un lâche terrifié caché dans un costume hors de prix. J'ai ouvert la chemise rouge. J'ai sorti la première feuille. « Que vas-tu faire, maintenant que tout le monde connaît la vérité, Oswaldo ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie froide, monotone, amplifiée dans toute la salle. Il n'y eut ni cri, ni insulte. « Tu dis que tu fais fructifier l'argent. Voyons donc comment tu t'y prends. » J'ai jeté la feuille par terre. Oswaldo l'a regardée. Il a voulu se baisser pour la ramasser, mais j'ai avancé la jambe et j'ai cloué la feuille au marbre sous ma botte. Compte professionnel se terminant par 4420, et je lus sur la 2e feuille que je tenais à la main. Virement international daté d'il y a 14 jours. Montant, 500 000 $ américains. Motif, achat d'un terrain logistique au nom d'une société LLC enregistrée à l'étranger. Argent prélevé sur le fonds de réserve des chauffeurs de cette entreprise. Des chauffeurs qui ont travaillé 20 ans sous le soleil. Le silence dans la salle devint encore plus lourd qu'avant. Plus personne ne sortait son téléphone. Ils assistaient à une exécution en direct. Facture, pour un total de 250 000 pesos mexicains, versés à une clinique de chirurgie esthétique, poursuivis-je en passant à la 3e feuille, intitulée « Enregistré dans les livres comptables ». Entretien de poids lourds et pièces détachées. Je me tournais lentement vers Mireia. Elle ne souriait plus. Ses mains avaient quitté son ventre et s'agrippaient à son petit sac de marque. Sa respiration s'accélérait. « Dites-moi, mademoiselle, dans quel genre d'entretien vous êtes passée dans cette clinique ? Parce que d'après mes comptes, vous n'êtes pas un camion de transport lourd,
même si l'argent de mes chauffeurs semble raconter l'inverse. Plusieurs personnes dans l'assistance eurent un hoquet de stupeur. Oswaldo fit un pas en avant, les poings serrés. Son visage était rouge de rage. « Taisez-vous, vieux fou !» hurla Oswaldo sans micro. Sa voix rebondit contre les murs. « Vous êtes sénile. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Ces documents sont faux. Vous n'avez jamais rien compris à la finance moderne. Vous n'êtes qu'un foutu routier inculte. » Oswaldo tenta d'avancer pour m'arracher la chemise rouge. Il leva la main droite. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette collision, il faut remonter 5 ans en arrière. 5 ans plus tôt, Oswaldo n'était pas l'homme au costume sur mesure. C'était un moins que rien. Il est arrivé dans les bureaux de Transport Placido, à la recherche d'un poste d'assistant comptable. Je me souviens du jour où je l'ai reçu. Il portait des chaussures à semelles usées et une chemise trop grande pour lui. Il m'a raconté une histoire triste sur les dettes médicales de sa mère et les prêts étudiants qui l'étouffaient. Moi, j'ai bâti mon empire à partir de rien. J'ai commencé au volant d'un vieux camion sur les routes de Monterrey, en dormant dans la cabine, en mangeant mal, en affrontant les braquages et les tempêtes. Je connais l'odeur du travail dur et du désespoir. Durant l'enfance de Nayeli, je n'étais jamais à la maison. Ma femme est morte quand ma fille avait 10 ans. La salle de réception était décorée avec un soin maniaque. Des centaines de ballons roses et blancs, des tables recouvertes de nappes en soie, des montagnes de cadeaux emballés dans du papier brillant et un énorme gâteau à 3 étages trônant au centre. Nayeli, ma fille, avait 30 ans et elle était enceinte de 8 mois. Elle portait une robe blanche et un sourire qui, malgré la fatigue, s'efforçait d'être parfait pour les invités. Il était 4 heures de l'après-midi. Je me suis réfugié dans le travail pour ne pas affronter la douleur. J'ai bâti un compte en banque colossal, mais j'ai laissé ma fille orpheline sur le plan affectif. Alors quand Nayeli a rencontré Oswaldo et qu'elle m'a dit qu'il était gentil, qu'il l'écoutait, j'ai voulu y croire. Je voulais racheter avec l'argent le temps que je ne lui avais pas donné. J'ai payé les dettes d'Oswaldo sans poser de questions. Je lui ai donné un meilleur poste. J'ai payé tout le mariage. Je leur ai acheté une maison dans un quartier, huppé pour que ma fille ne manque de rien. Et quand l'ancien directeur financier a pris sa retraite, j'ai manœuvré pour installer Oswaldo à sa place. Je voulais que le mari de ma fille ait du respect, du statut. J'ai été un imbécile. Le pouvoir ne change pas les gens. Il leur enlève seulement leur masque. Dès qu'Oswaldo a eu accès aux grands comptes et à la confiance du conseil d'administration, il a commencé à changer. La première année, il a commencé à rentrer tard. Il disait qu'il avait des réunions d'affaires avec des clients importants. Il a changé sa façon de s'habiller. Il s'est mis à porter des parfums qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de mes mécaniciens. Mais au début, le vrai dégât n'était pas financier. Il était psychologique. Oswaldo a commencé à détruire l'esprit de Nayeli peu à peu. À chaque visite chez eux, je remarquais quelque chose d'étrange. Nayeli était une femme joyeuse, elle aimait peindre, elle sortait avec ses amis. Puis, soudain, elle a cessé de le faire. Oswaldo lui disait que ses amis étaient une mauvaise influence, qu'elle ne s'intéressait à elle que pour l'argent. Il l'a convaincue de quitter son petit boulot dans une galerie d'art en lui disant « Je gagne assez, ta place est à la maison, à la tenir impeccable pour moi. Ne me fais pas honte en travaillant là. » Bah. Puis, vinrent les remarques sur son corps. Avant la grossesse, Nayeli avait pris quelques kilos, quelque chose de parfaitement normal. Oswaldo se mit à lui acheter des vêtements 3 tailles trop petits. Il les posait sur le lit et, quand elle n'arrivait pas à les enfiler, il lui disait d'un ton calme et venimeux « Je veux juste que tu prennes soin de toi, mon amour. » Les chefs d'entreprise avec qui je travaille ont des épouses très séduisantes. J'ai honte de t'emmener au dîner de l'entreprise si tu te présentes comme ça. Nayeli a commencé à faire des crises d'angoisse. Elle manquait d'air, elle pleurait par terre dans son salon. Oswaldo ne la prenait pas dans ses bras. Il la regardait de haut et lui disait « Tu perds la tête, Nayeli. Tu es instable. Sois reconnaissante d'avoir un homme bien comme moi, qui ne t'enferme pas dans un asile. Ça, c'est de la manipulation, du gaslight impur. » Il était en train de la briser pour qu'elle dépende entièrement de lui. Et moi, son père, l'homme qui hurlait en face des chefs syndicaux, je baissais la tête. Quand Nayeli m'appelait en pleurs, je lui répondais « Ma fille, le mariage est un engagement difficile. Les hommes d'affaires ont énormément de pression. Sois patiente, essaie de le soutenir. » Chaque fois que je lui disais ça, j'enfonçais un clou de plus dans le cercueil de son estime d'elle-même. J'ai été le complice ignorant de ses abus. Le réveil a été brutal. C'est arrivé exactement 14 jours avant la baby shower. Il était 7 heures du matin. J'étais sur l'aire de manœuvre à vérifier des rapports sur les pneus. Mon téléphone portable a sonné. C'était Roberto, le directeur régional de la banque commerciale, où Transporte Placido gère ses fonds d'investissement et ses comptes de paie. Roberto et moi, on a grandi dans le même quartier. Placido, m'a-t-il dit sans même me saluer.
La musique passait à un volume agréable. Les serveurs faisaient circuler les boissons. Tout semblait normal, une fête de famille irréprochable. J'étais assis à une table dans un coin, en train de boire mon café noir, et j'observais. Je connais ma fille. Je savais que derrière ce sourire, il y avait des cernes profondes et une posture voûtée qui n'était pas seulement due au poids du bébé. Elle était tendue. Elle regardait sa montre toutes les 5 minutes. Quelqu'un manquait. Oswaldo, son mari, il faut que tu me confirmes un mouvement à voix haute. Mon équipe antifraude vient de signaler une transaction internationale. Je me suis appuyé sur le capot d'un camion. De quoi tu parles, Roberto? Ai-je demandé. Il s'agit de 500 000 dollars américains. Ils vont sortir du fonds de réserve de liquidité. L'ordre est signé numériquement par ton directeur financier, Oswaldo. La destination, c'est un compte dans une banque aux Bahamas, au nom d'une LLC créée récemment. Le motif dit « Achat de terrain logistique pour expansion ». Un froid me parcourut l'échine. Transport Placido n'opère pas à l'étranger. Nous n'avons aucune ligne internationale, et nous n'achetions certainement pas un terrain logistique à un demi-million de dollars sur une île. Bloque le virement, Roberto. Gèle-le immédiatement et j'ordonnais. Je ne peux pas, Placido, répondit-il. Le mouvement a été exécuté à 4 heures du matin en utilisant les protocoles d'urgence que tu as toi-même autorisés à ton gendre l'an dernier. L'argent a déjà quitté la juridiction nationale. Si je t'appelle, c'est parce que je connais tes opérations et que tout ça n'a aucun sens. Tu as un très gros problème. J'ai raccroché. J'ai regardé les camions autour de moi. L'argent qu'Oswaldo venait de déplacer n'était pas seulement le mien, c'était le capital de travail. C'était la sueur de mes hommes. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai roulé directement jusqu'au bureau de Broglio, mon avocat d'entreprise. Broglio est un chien d'attaque en costume. Je lui ai expliqué la situation en 5 minutes. Il n'a posé aucune question sentimentale. Il nous faut accéder à son ordinateur, dit Broglio. Si on déclenche un audit officiel, il effacera les serveurs, accusera un hacker et jouera la victime. Il faut trouver la trace avant qu'il sache qu'on est sur ses talons. Cette même nuit, nous avons attendu que tous les employés quittent l'immeuble. À 2 heures du matin, Broglio et moi sommes entrés dans le siège. Les lumières étaient éteintes. Le silence de cet immeuble de bureau m'a toujours mis mal à l'aise. Nous avons longé le couloir jusqu'au bureau du directeur financier. J'ai utilisé mon passe-partout pour ouvrir la porte. Nous sommes entrés et avons allumé une petite lampe de bureau. Broglio a démarré l'ordinateur d'Oswaldo. Oswaldo était un type arrogant. Tellement arrogant qu'il croyait que personne dans l'entreprise n'avait les compétences techniques pour l'inspecter. Son mot de passe administrateur était le nom de sa voiture de sport suivi de son année de naissance. Une stupidité monumentale. Broglio brancha un disque dur externe et commença à cloner les données. Pendant que la barre de progression avançait lentement, nous avons ouvert sa messagerie électronique. Nous n'avons pas utilisé le moteur de recherche de l'entreprise. Nous avons fouillé la corbeille et les dossiers cachés. Oswaldo avait été méticuleux pour camoufler ses traces comptables, falsifiant des factures de garage fantômes pour équilibrer les comptes mensuels. Dans les rapports, l'argent disparaissait en petite quantité au fil des années. Mais le vol des 500 000 dollars avait été un acte de désespoir ou de pure arrogance. Il était pressé. Le père de l'enfant n'était pas encore arrivé. Il avait toujours une excuse. Une réunion de dernière minute, un problème avec un client, des embouteillages sur la route. Nous avons trouvé un dossier intitulé « Projet d'investissement 2026 ». Quand nous l'avons ouvert, il n'y avait pas de feuille de calcul. Il y avait des photos. J'ai cliqué sur la première image. On y voyait Oswaldo, torse nu, un cocktail à la main, sur une plage. À côté de lui, Mireia, en bikini, souriait à l'objectif. J'ai cliqué sur la suivante. C'était la photo d'une échographie. En haut à gauche, on lisait le nom. Mireia Lopez. Mon cœur a basculé. Ma fille était chez elle, enceinte, en train de souffrir de crises d'angoisse à cause des humiliations de cet homme, pendant que lui préparait une famille parallèle. Mais le coup final n'a pas été émotionnel. Il a été juridique. Il y avait un document PDF, un contrat de vente, une villa située dans un lotissement de luxe, dans le quartier le plus cher de la ville. Le prix, 500 000 dollars exactement. L'acquéreur n'était pas Oswaldo Ramirez. L'acquéreur était une entité étrangère, la fameuse LLC, enregistrée aux Bahamas. À la fin du document figurait le contrat d'usufruit. La LLC cédait les droits d'usage et de propriété de la villa au nom de Mireia Lopez. Oswaldo avait volé un demi-million de dollars à mon entreprise, l'avait blanchi au moyen d'une société étrangère et avait acheté comptant une maison pour sa maîtresse. Placido, m'appela Broglio en pointant l'écran. Regarde ça. C'est un mail de son avocat personnel, daté d'il y a 2 jours. Je me suis penché pour lire le texte sur l'écran éclairé. Le mail détaillait un plan stratégique.
Oswaldo allait vider le dernier fonds d'investissement de l'entreprise le lundi suivant, en le transférant dans des paradis fiscaux via des crypto-monnaies pour rendre toute traçabilité impossible. Immédiatement après, il déposerait une demande de divorce contre Nayeli en invoquant des différends irréconciliables et une dégradation de la santé mentale de l'épouse. Son avocat lui recommandait de demander une ordonnance restrictive en prétendant que Nayeli était devenue violente, afin de la faire sortir de la maison. Ensuite, Oswaldo réclamerait 50% des parts de mon entreprise, en soutenant que, sous le régime des biens communs, il avait droit à l'augmentation de valeur de la société durant les 5 années de mariage, en raison de sa fonction de directeur financier. Il voulait laisser ma fille à la rue, avec un nouveau-né, lui coller l'étiquette de folle, me voler l'entreprise de toute ma vie et vivre comme un roi avec sa maîtresse dans une villa payée avec mon argent. Je me suis éloigné du bureau. J'ai senti l'air me manquer. J'ai porté la main à ma poitrine. Pendant une seconde, la douleur et la culpabilité m'ont écrasé. C'est moi qui avais amené ce monstre chez moi. C'est moi qui lui avais remis les clés du royaume. C'est moi qui avais dit à ma fille de patienter pendant que son bourreau affûtait son couteau. Broglio me regarda, inquiet, prêt à appeler une ambulance. Mais la douleur est passée vite. Elle a été remplacée par une rage froide, calculée, implacable. Je n'étais plus un père triste. Je devenais le juge et le bourreau d'Oswaldo. N'appelle pas la police, Broglio, et je dis d'une voix ferme. S'il l'arrête demain pour détournement, il paiera une caution. Il engagera les meilleurs avocats pénalistes avec l'argent qu'il a déjà volé. On se battra devant les tribunaux pendant 10 ans. La presse détruira l'image de mon entreprise. Et le pire, c'est qu'il lancera le divorce en se présentant comme la victime. Broglio acquiesça, comprenant ma logique. Alors qu'est-ce qu'on fait, Placido? On a les documents, mais il peut effacer le serveur demain s'il soupçonne quelque chose. Nayeli prit le couteau en argent pour couper le gâteau. La musique s'arrêta. L'animateur demanda à tout le monde de se rapprocher. C'est précisément à cet instant que les grandes portes en bois de la salle s'ouvrirent brusquement. Le grincement des gonds coupa court au rire. Oswaldo entra. Il portait un costume gris anthracite taillé sur mesure, des chaussures impeccablement cirées, et sa montre suisse brillait sous les lumières de la salle. Mais il n'entra pas en s'excusant de son retard. « Fais une sauvegarde sur le cloud privé tout de suite », lui ai-je ordonné. J'ai regardé le calendrier accroché au mur du bureau d'Oswaldo. Un cercle rouge entourait une date 2 semaines plus loin. Il y avait écrit « Baby Shower Nayeli ». Mon sang a bouilli en voyant comment il profanait le nom de ma fille tout en préparant sa destruction. On a exactement 14 jours avant l'événement familial, et je dis à Broglio, « Je veux que tu trouves une faille légale dans cette société étrangère. Je veux que tu fouilles sous chaque pierre pour savoir comment saisir cette maison. Et je veux que tu prépares tout pour lui couper l'oxygène financier sans qu'il s'en rende compte. On va le laisser marcher droit dans son propre piège. Et le jour de la baby shower, devant tous ceux qu'il croit dominer, je vais l'exécuter socialement, financièrement et légalement. » Broglio sourit en coin. Le clonage du disque dur se termina. Nous avons éteint l'ordinateur, effacé toute trace de notre passage, refermé la porte à clé et quitté l'immeuble dans l'obscurité de la nuit. La chasse venait de commencer. Durant les 12 jours qui suivirent, ma vie se transforma en opération militaire. Je ne dis pas un mot à Nayeli. Elle était trop fragile, pleurant la nuit pendant qu'Oswaldo lui répétait que ses larmes étaient la faute de ses hormones et qu'elles ruinaient sa tranquillité. J'allais la voir, je lui apportais ses plats préférés, je lui caressais les cheveux et je me mordais la langue jusqu'au goût du sang. Je savais que si je lui disais la vérité à ce moment-là, le stress pourrait provoquer un accouchement prématuré. Et puis, Oswaldo s'en apercevrait. J'avais besoin qu'il continue à croire qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Pendant qu'il planifiait son avenir avec sa maîtresse, Broglio et moi construisions la guillotine. La première étape fut le piège juridique. Broglio s'enferma dans son bureau pendant 48 heures d'affilée avec des thermos de café et des boîtes de dossiers. Il m'appela un jeudi matin. Sa voix était rauque, mais pleine de triomphe. Je me rendis dans son cabinet. Il déplia sur la table en verre un immense organigramme. Oswaldo était un escroc arrogant, mais en tant que comptable, c'était un novice paresseux. Il avait commis l'erreur que commettent tous les criminels en col blanc qui se croient intouchables. La LLC qu'il avait enregistrée aux Bahamas pour acheter la villa de luxe n'avait ni historique de crédit, ni autres investisseurs. Elle avait été financée intégralement, jusqu'au dernier centime, par le virement direct qu'il avait volé dans le fonds des chauffeurs de transport Placido. Il n'avait pas essayé de blanchir l'argent dans des casinos. Il n'avait pas fait transiter les fonds à travers des sociétés écrans intermédiaires. Il avait simplement déplacé l'argent de ma poche à la sienne, en laissant derrière lui une empreinte numérique plus large qu'une autoroute.
Broglio prépara une action juridique agressive appelée levée du voile corporatif pour détournement avéré. Nous sommes allés voir un juge fédéral de commerce qui connaît la trajectoire de mon entreprise depuis 30 ans. Nous lui avons présenté les preuves du vol des 500 000 $, les journaux d'accès à l'ordinateur d'Oswaldo et le contrat d'achat de la maison. Le juge n'a pas hésité. Face aux preuves que la société étrangère avait été créée exclusivement grâce au produit d'un délit d'entreprise commis au Mexique, il a rendu une ordonnance d'urgence. En termes simples, il a statué que cette LLC était une fraude et que tous ses actifs redevenaient la propriété de l'entité à laquelle l'argent avait été volé afin de compenser le préjudice. En qualques jours, Transports Placido absorba légalement la société étrangère. Je devins le propriétaire absolu de l'entreprise. Il entra lentement, et il n'était pas seul. Sa main droite serrait fermement la main d'une jeune femme. C'était Mireya. Elle avait 24 ans. Elle portait une robe rouge moulante qui ne laissait rien à l'imagination et révélait clairement un ventre déjà rond de 4 mois. Elle avançait la tête haute, balayant la salle d'un regard supérieur, comme si elle en était la maîtresse. Et comme la villa était au nom de cette société, les titres de propriété de cette maison à un demi-million de dollars devinrent les miens. Mireya décorait la chambre de son bébé dans une maison qui m'appartenait légalement, mais nous ne lui avons rien dit. Le juge a mis le dossier sous scellé à notre demande, pour éviter qu'Oswaldo ne tente de fuir le pays dès qu'il se serait découvert. La deuxième étape fut l'asphyxie financière silencieuse. Il restait 3 jours avant la baby shower. Oswaldo vivait à crédit sur le compte de l'entreprise. Il avait 3 cartes platine au nom de la société, sans plafond prédéfini, qu'il utilisait pour payer des dîners de luxe, des billets d'avion pour Mireya et des vêtements de créateurs. Je suis allé personnellement à la banque avec Roberto, le directeur régional. Je me suis assis dans son bureau et j'ai signé les actes d'annulation pour vol et fraude interne. Les cartes furent bloquées et annulées dans les systèmes internationaux immédiatement. Toute tentative de paiement déclencherait une alerte de carte volée. Cette même nuit, à 3 heures du matin, j'ai exécuté la 3e étape. Oswaldo conduisait un SUV blindé dernier cri qui valait plus de 100 000 $. À Mireya, il avait offert une voiture de sport rouge décapotable garée dans le parking de son appartement. Les 2 véhicules étaient facturés au nom de Transport Placido pour être passés en déduction fiscale. J'ai appelé mes 2 mécaniciens, les plus fiables, des hommes qui travaillent dans mes ateliers depuis 20 ans. Je leur ai remis les doubles des clés d'origine que nous conservions aux archives de l'entreprise et je les ai envoyés avec 2 camions plateaux. En moins d'1 heure, ils ont retiré le cabriolet rouge de chez la maîtresse et emporté le SUV blindé qui se trouvait devant la maison de ma propre fille. Pour enfoncer le clou sur le plan psychologique, je leur ai dit de laisser à l'entrée d'Oswaldo une vieille camionnette Ford rouillée, sans climatisation, celle qu'on utilisait pour transporter des pneus usés sur l'aire de manœuvre. J'ai déposé les clés de ce vieux véhicule dans sa boîte aux lettres avec une note officielle de l'entreprise disant « Réaffectation de flotte pour audit interne ». La veille de la baby shower, on aurait pu couper la tension au couteau. Oswaldo est venu dîner chez moi en amenant Nayeli. Ma fille avait l'air pâle, épuisée. Oswaldo entra en essayant de conserver son air supérieur, mais il transpirait. Ses cartes avaient été refusées dans un restaurant chic à midi et il avait dû se résoudre à conduire la vieille camionnette rouillée parce que son véhicule de luxe avait disparu. Il s'assit à ma table. Je lui servis une assiette de viande grillée et lui remplis son verre avec ma meilleure tequila. Oswaldo essaya de sourire, montrant les dents comme un chien acculé qui ignore encore qu'un piège se referme sous ses pattes. « Beau-père », dit-il en s'éclaircissant la gorge, « il semble y avoir une erreur à la banque avec les cartes de l'entreprise. Et l'administration du dépôt a pris mon véhicule par erreur. Demain matin à la 1e heure, je réglerai ça. Ce sont de simples problèmes d'audit de routine. » Je coupais un morceau de viande. Je le mâchais lentement. « Ne t'occupe pas de la paperasse du bureau ce week-end, » lui répondis-je d'une voix calme. « Concentre-toi sur la famille. Demain, c'est la baby shower de ma petite fille. C'est la seule chose qui compte maintenant. » Le silence tomba sur la pièce comme une dalle de béton. 50 personnes, entre les membres de la famille, les associés de mon entreprise de transport et les amis d'enfance de Nayeli, restèrent figés. Personne ne respirait. Les parents d'Oswaldo se trouvaient près de la table des cadeaux. Je m'attendais à voir son père s'approcher et lui coller une gifle pour avoir amené sa maîtresse à la fête de sa femme enceinte. Mais ils ne firent rien. La mère d'Oswaldo sourit. Oswaldo soupira, croyant avoir écarté mes soupçons. Il leva son verre en cristal. « Je tiens à vous remercier pour tout, Don Placido, » dit-il d'une voix grave et travaillée, jouant le rôle du gendre parfait. « Je sais que ces derniers mois ont été durs pour Nayeli avec la grossesse, mais je vous promets que je prendrai soin de votre fille et de votre petit enfant comme de ma propre vie. Tant que je serai aux commandes, ils ne manqueront de rien. » J'ai senti l'acide remonter dans ma gorge.
Il était assis à ma table, en train de boire ma tequila, de me mentir en face, sachant que dans moins de 72 heures, il comptait jeter ma fille à la rue et me poursuivre pour voler mon entreprise. J'ai gardé les yeux fixés sur lui. Nos verres se sont entrechoqués. Le tintement du cristal a sonné creux. « Ne t'inquiète pas, mon garçon », lui ai-je dit en lui rendant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Je sais exactement quel genre d'homme tu es. Et je te jure sur ma vie que demain tu auras exactement ce que tu mérites. » Il vida sa tequila d'un trait, aveugle à son propre destin. Il n'avait aucune idée que, pendant que nous dînions, le procureur fédéral était en train de signer son mandat d'arrêt pour fraude aggravée. Et nous revoilà dans le présent. Dans cette salle couverte de ballons roses, dans ce silence de tombe, avec Oswaldo qui lève la main devant l'estrade pour m'arracher la chemise rouge. Il hurlait que j'étais sénile, que les documents étaient faux, que j'étais un vieux ignorant qui ne comprenait rien à la finance moderne. Son bras s'approcha de la chemise. J'ai fait un pas en arrière pour esquiver sa main, puis j'ai utilisé le micro pour couvrir ses cris. « Tu dis que je ne comprends rien à la finance moderne », ai-je lancé dans les haut-parleurs, ma voix frappant la poitrine de tous les invités. « Tu as peut-être raison. Moi, je ne comprends que les camions et le travail dur. Mais il y a une chose que je comprends parfaitement. Je comprends les lâches. » Je tournai la page suivante dans la chemise. « J'ai ici des impressions de messages textes récupérés sur ton ordinateur de bureau, annonçai-je. » Le visage d'Oswaldo passa du rouge de la rage au blanc de la panique. Il baissa lentement le bras. Les 50 invités retinrent leur souffle. Je regardais Mireia, toujours debout près des parents d'Oswaldo. Message envoyé par Oswaldo Ramirez à Mireia Lopez il y a exactement 3 jours. À 10 heures du matin, lus-je à voix haute. Ma femme est devenue plus grosse qu'une vache. Je ne supporte plus de rentrer dans cette maison et de la voir pleurer pour tout. C'est répugnant. Lundi, je vide les derniers comptes d'investissement et je demande le divorce pour la jeter à la rue. Toi et moi, on vivra comme des rois, mon amour. La salle explosa. Un cri collectif d'horreur et d'indignation emplit l'espace. Les amis de Nayeli portèrent les mains à leur bouche. Mes associés secouaient la tête en regardant Oswaldo avec dégoût. Nayeli, qui se tenait toujours près de la porte de la cuisine, laissa échapper un sanglot déchirant et se plia en deux tandis que sa tante la retenait pour l'empêcher de s'effondrer. Entendre les mots exacts, la cruauté nue de la trahison, fut le coup de grâce pour son mensonge. Oswaldo n'avait plus aucune issue sociale. Il était exposé tel qu'il était, un monstre. « C'est faux !» hurla Oswaldo, désespéré, en regardant les invités et en agitant les mains. « Ce vieux a tout imprimé. Il veut me détruire parce qu'il ne supporte pas que je sois meilleur que lui. C'est moi qui ai sauvé sa foutue entreprise. » Elle fit 2 pas en avant, prit Mireia dans ses bras, lui murmura quelque chose à l'oreille et posa la main sur son ventre. Ils étaient au courant. Ils savaient tout. Nayeli lâcha le couteau en argent. Le métal heurta le sol de marbre dans un bruit sec et glacé. Ses mains se mirent à trembler. Elle s'avança d'un pas maladroit vers Oswaldo. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de terreur et d'incompréhension. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle désigna la femme en rouge. Je n'eus même pas besoin de répondre. La réponse arriva de l'extérieur. Les doubles portes de la salle s'ouvrirent avec une violence telle qu'une des charnières gémit. Ce n'étaient pas des serveurs avec plus de nourriture. 5 hommes entrèrent. 4 d'entre eux portaient des costumes sombres, avec des gilets tactiques pare-balles sous leurs vestes et des plaques dorées suspendues à leur cou. C'étaient des agents fédéraux d'enquête du parquet général. Derrière eux marchait Broglio, mon avocat, un attaché, case en cuir noir à la main. Les invités se dispersèrent immédiatement, ouvrant un large passage entre l'entrée et l'estrade. Le crépitement des radios des agents découpa l'air tendu de la salle. Oswaldo se figea totalement. Ses yeux s'accrochèrent aux plaques dorées. Sa respiration devint erratique. Il tenta de reculer d'un pas, à la recherche d'une sortie, mais l'un des agents, un homme grand aux épaules larges, lui barra aussitôt le chemin. « Oswaldo Ramirez ?» demanda l'agent responsable d'une voix autoritaire qui n'admettait aucune réplique. Oswaldo ne répondit pas. Il tremblait de tout son corps. Des gouttes de sueur froide coulaient sur son front, détruisant son apparence de cadre intouchable. « Monsieur Oswaldo Ramirez », reprit l'agent en sortant de la poche de sa veste un document officiel portant des sceaux fédéraux, « vous êtes en état d'arrestation. Un mandat a été délivré contre vous par un juge fédéral pour fraude d'entreprise aggravée, détournement de ressources, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Mireia, en voyant les policiers encercler son amant, perdit complètement pied. Sa façade de supériorité s'effondra, remplacée par la panique de quelqu'un qui voit son billet gagnant partir en fumée. Elle fit plusieurs pas rapides en avant, se plaçant entre Oswaldo et les agents fédéraux, les bras agités. « Vous n'avez pas le droit de lui faire ça.
hurla Mireia d'une voix aiguë, stridente. Elle se retourna vers moi sur l'estrade, en me pointant du doigt, ses ongles peints en rouge. Ce vieux n'est personne, c'est Oswaldo qui dirige l'entreprise. Et peu m'importe ce que vous lui faites, moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Personne ne m'enlèvera rien. L'argent est en sécurité, et la villa de luxe est à mon nom. J'ai les papiers pour le prouver. L'ignorance mêlée à l'avidité produit toujours les spectacles les plus pitoyables. J'abaissai le micro. Je sortis un dernier document épais de la chemise rouge, revêtu d'un sceau notarié. Je descendis lentement les 2 marches de l'estrade en m'approchant d'elle. Les agents fédéraux me laissèrent passer, connaissant la procédure. Je me plaçai devant Mireia. Avec ses talons, elle était bien plus grande que moi, mais à cet instant, elle rétrécit sous mon regard. « Mademoiselle », lui dis-je en baissant la voix jusqu'à un ton glacial, dangereux. Je lui mis sous le nez les titres de propriété de la société. Vous avez signé des papiers d'usufruit pour vivre dans une maison. Ce que votre stupide amant ne vous a pas dit, parce que c'est un comptable médiocre, c'est qu'il a acheté cette maison avec une société fantôme entièrement financée par de l'argent volé sur mes comptes professionnels.